Au restaurant le plus élégant de Paris, ma fille m'a traité de fardeau inutile devant mes petits-enfants. L'atmosphère s'est glacée quand j'ai calmement posé ma fourchette et commencé à raconter une histoire que j'avais gardée secrète pendant 40 ans. J'ai révélé comment j'avais abandonné l'amour de ma vie et une carrière brillante pour l'élever seul, sans un centime. Son visage est devenu livide quand ses propres enfants ont commencé à la regarder avec des yeux pleins de questions et de jugements. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres du Café Laurent, ce restaurant huppé du 8e arrondissement où ma fille avait insisté pour célébrer son récent succès professionnel. J'avais 74 ans et mes articulations me faisaient souffrir à cause de l'humidité typique d'un après-midi parisien de novembre. Je portais mon unique costume convenable, celui que je gardais pour les grandes occasions, légèrement élimé au coude, mais propre et repassé avec soin. Mes chaussures, bien que cirées, trahissaient leurs années de service. Je me sentais déjà mal à l'aise dans cet établissement où les serveurs portaient des gilets immaculés et où chaque assiette coûtait probablement plus que ma pension hebdomadaire. Ma fille était arrivée en retard, comme toujours, accompagnée de ses 2 enfants. Elle avait 42 ans maintenant, et son tailleur Chanel crème criait son succès récent. Ses talons claquaient avec assurance sur le parquet ciré. Ses cheveux étaient coiffés dans ce style impeccable qu'on ne trouve que dans les salons chics du Triangle d'Or. Lucas, mon petit-fils de 15 ans, portait une chemise Ralph Lauren, et Emma, 12 ans, arborait une robe qui avait probablement coûté plus cher que mon loyer mensuel. Ils étaient polis avec moi, mais distants, comme s'ils avaient été élevés pour maintenir une certaine distance avec leur grand-père modeste. Le restaurant bourdonnait de conversations feutrées. Des hommes d'affaires discutaient de contrats autour de bouteilles de Bordeaux à 3 chiffres. Des femmes élégantes riaient discrètement derrière leurs verres de champagne. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce et flatteuse sur les nappes blanches immaculées. L'odeur du foie gras et des truffes flottait dans l'air climatisé. Je me sentais comme un intrus dans ce monde qui n'était pas le mien. Ce monde que ma fille avait conquis et dont elle était visiblement fière. Nous avons commandé. Elle a choisi pour tout le monde sans me consulter, demandant au serveur de m'apporter le plat le moins cher du menu. Un simple poulet rôti, alors qu'elle et les enfants ont commandé du homard et des plats sophistiqués dont je ne connaissais même pas la moitié des ingrédients. Le serveur, un jeune homme aux manières impeccables, a pris nos commandes avec un sourire professionnel qui ne tremblait pas, même quand il a remarqué la différence flagrante dans nos choix. Pendant que nous attendions nos plats, ma fille a commencé à parler de sa promotion récente. Elle était devenue directrice régionale d'une grande société de conseil, un poste qu'elle avait obtenu, selon ses propres mots, grâce à son travail acharné et à son intelligence supérieure. Elle parlait vite, avec cette assurance qui caractérise ceux qui ont réussi et qui le savent. Ses mains gesticulaient élégamment, ses ongles parfaitement manucurés brillaient sous la lumière. Elle mentionnait des noms de clients importants, des projets à plusieurs millions d'euros, des voyages à Londres et à Francfort. Les enfants l'écoutaient avec admiration. Lucas hochait la tête à chaque phrase, visiblement impressionné par les réussites de sa mère. Emma la regardait avec des yeux émerveillés, comme si elle observait une héroïne de film. J'étais assis là, silencieux, mon verre d'eau à la main, me sentant de plus en plus petit à chaque mot qu'elle prononçait. Le contraste entre sa vie brillante et ma modeste existence de retraité était criant, et elle semblait prendre plaisir à le souligner. Puis est venu le moment où tout a basculé. Le serveur a apporté une bouteille de champagne que ma fille avait commandée pour célébrer. Alors qu'il remplissait nos verres, sauf le mien, elle s'est tournée vers moi avec ce sourire que je connaissais trop bien. Ce sourire qui précédait toujours une remarque blessante. « Écoute, je sais que tu as fait ce que tu as pu pour moi quand j'étais petite, mais regardons les choses en face. Tu n'as jamais vraiment réussi dans la vie, n'est-ce pas? Tu as toujours été, comment dire, un peu médiocre. C'est pour ça que j'ai dû me battre seul pour arriver où je suis aujourd'hui.
Sa voix était douce, presque compatissante, ce qui rendait ses mots encore plus cruels. Les conversations autour de nous ont continué, mais j'avais l'impression que le monde s'était arrêté à notre table. Lucas et Emma me regardaient avec une curiosité nouvelle, comme s'ils me voyaient pour la première fois sous cet angle que leur mère venait de leur présenter. Le serveur, qui remplissait encore nos verres, a hésité une fraction de seconde, assez longtemps pour que je remarque son malaise. Mais il a continué sa tâche avec professionnalisme, comme si de rien n'était. Ma fille a poursuivi, encouragée par mon silence. Tu vois, les enfants, votre grand-père a passé sa vie à faire de petits boulots sans importance. Il n'a jamais eu d'ambition. C'est une leçon importante pour vous. Il ne suffit pas de travailler, il faut avoir de l'ambition, de la vision. Sinon, on finit comme... Eh bien, comme lui. Elle a fait un geste vague dans ma direction, comme si j'étais une pièce de musée poussiéreuse servant d'exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. Emma a baissé les yeux vers son assiette, visiblement mal à l'aise. Lucas, en revanche, a hoché la tête, semblant digérer cette nouvelle perspective sur son grand-père. Honnêtement, continua-t-elle en prenant une gorgée de champagne, je ne sais même pas comment tu arrives à joindre les deux bouts avec ta petite pension. C'est presque embarrassant. Heureusement que je peux t'inviter de temps en temps dans des endroits décents. Sinon tu ne verrais jamais la belle vie. Les mots me brûlaient, comme de l'acide. J'ai senti mes mains trembler légèrement, mais je les ai gardées fermement posées sur mes genoux, sous la table. J'ai pris une profonde inspiration. La pluie continuait à tambouriner contre les fenêtres. Une serveuse est passée près de notre table avec un plateau chargé de desserts élaborés. Au loin, quelqu'un a ri, un rire cristallin qui contrastait violemment avec la tension qui s'était installée à notre table. « Je suis vraiment un fardeau pour toi, n'est-ce pas ?» ai-je demandé doucement. Ma fille a eu un petit rire, pas méchant en apparence, mais teinté de cette condescendance que j'avais appris à reconnaître au fil des années. « Ne le prends pas mal, papa. Je dis juste la vérité. Tu n'as jamais vraiment apporté grand-chose. Même quand j'étais petite, c'était toujours difficile. On vivait dans cet horrible appartement du 19e. Je portais des vêtements d'occasion. Mes camarades de classe se moquaient de moi. C'est pour ça que j'ai décidé très jeune que je ne finirais pas comme toi. Et regarde, j'ai réussi, toute seule, sans ton aide. » Elle a prononcé ces derniers mots avec une fierté qui m'a transpercé le cœur. Lucas la regardait avec encore plus d'admiration. Emma, elle, me jetait des regards furtifs, comme si elle cherchait à comprendre quelque chose qui lui échappait. Le serveur est revenu avec nos plats. Le homard de ma fille était magnifiquement présenté, accompagné de légumes artistiquement disposés et d'une sauce qui sentait le beurre et les herbes fines. Mon poulet rôti était simple, presque austère en comparaison, servi avec quelques pommes de terre vapeur. Le contraste visuel était aussi marqué que celui entre nos vies. Pendant un long moment, je suis resté silencieux, regardant mon assiette. Ma fille a commencé à manger, discutant avec les enfants de leur projet de vacances à Bali pour Noël, un voyage que, évidemment, elle financerait entièrement. Elle parlait des plages, des hôtels 5 étoiles, des excursions en bateau privé. Lucas était excité, Emma semblait plus réservée, me jetant encore ses regards interrogateurs. Puis, lentement, j'ai posé ma fourchette. Le bruit du métal contre la porcelaine a été étonnamment fort dans ma tête, bien que personne d'autre ne semble l'avoir remarqué. J'ai levé les yeux vers ma fille. Elle m'a regardé avec une expression qui mélangeait impatience et légère irritation, comme si mon silence interrompait sa description des merveilles de Bali. « Tu veux savoir pourquoi on vivait dans cet horrible appartement du 19e » ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. « Tu veux savoir pourquoi tu portais des vêtements d'occasion » Ma fille a roulé des yeux. « Je sais déjà, papa. Parce que tu gagnais à peine de quoi nous nourrir. Parce que tu n'avais aucune ambition. On a déjà eu cette conversation. » « Non, l'ai-je interrompu, plus fermement cette fois. Non, nous ne l'avons jamais eu. Tu as toujours supposé, mais tu ne m'as jamais demandé. Et j'ai gardé le silence pendant toutes ces années parce que je pensais que c'était ce qu'un bon père devait faire.
protéger son enfant, même de la vérité. Mais aujourd'hui, après ce que tu viens de dire, je crois que le moment est venu de te raconter une histoire. Lucas et Emma ont arrêté de manger et m'ont regardé avec attention. Ma fille a soupiré, posant son couteau et sa fourchette avec un peu trop de force. « Papa, s'il te plaît, ne commence pas avec tes histoires nostalgiques. Les enfants n'ont pas besoin de... »« Si, ai-je dit, la coupant de nouveau. Ils ont besoin d'entendre ça. Et toi aussi. » La pluie s'était intensifiée dehors. On pouvait entendre les gouttes frapper les fenêtres avec plus de violence. Le restaurant était toujours plein de vie, mais à notre table, un silence lourd s'était installé. Même les serveurs semblaient éviter notre coin, sentant intuitivement qu'il se passait quelque chose d'important. Quand tu avais 3 ans, ai-je commencé, j'avais 32 ans. J'étais ingénieur aéronautique chez Dassault Aviation. Je travaillais sur le projet Rafale. Tu comprends ce que ça signifie? Lucas a hoché la tête, impressionné malgré lui. Emma s'est penchée en avant. Ma fille est restée immobile, son visage perdant lentement sa couleur. J'avais un avenir brillant devant moi. Mon salaire était excellent. On me promettait une carrière internationale. J'avais un appartement dans le 7e arrondissement, pas loin d'ici en fait. 2 chambres, vue sur la Seine. J'étais également amoureux. J'ai fait une pause, laissant ces mots résonner. Ma fille m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Emma a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son nom était Isabelle. Elle était avocate internationale, spécialisée en droit aéronautique. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence à Toulouse. Elle était brillante, belle, drôle. Nous avions prévu de nous marier. Elle avait accepté un poste à Genève et voulait que je vienne avec elle. Dassault était prêt à me transférer dans leur bureau suisse. Notre vie ensemble était planifiée dans les moindres détails. Le silence à notre table était maintenant absolu. Même le bruit ambiant du restaurant semblait s'être estompé. Ma fille me fixait, son visage pâle, ses mains agrippées à sa serviette. Puis ta mère est tombée malade. Cancer du pancréas, stade avancé. Les médecins lui ont donné 6 mois, peut-être 1 an avec un traitement agressif. Elle n'avait personne d'autre que moi. Sa famille l'avait rejetée quand elle était tombée enceinte de toi hors mariage. Mes parents étaient déjà décédés. C'était moi, ou personne. J'ai pris une gorgée d'eau, ma gorge serrée par l'émotion de ces souvenirs que j'avais enfouis pendant tant d'années. Isabelle voulait que j'engage une aide soignante, que je place ta mère dans une institution spécialisée. Elle disait que ce n'était pas mon rôle de sacrifier ma carrière et notre avenir ensemble pour quelqu'un qui allait mourir de toute façon. Elle avait peut-être raison d'un point de vue pratique, mais ta mère était la femme qui t'avait mise au monde. Malgré nos problèmes de couple, malgré tout, elle était ta mère. Et tu n'avais que 3 ans. Emma avait les larmes aux yeux. Lucas regardait sa mère avec une expression nouvelle, comme s'il la voyait différemment. Ma fille était paralysée. Son champagne oublié, son homard refroidissant dans son assiette. J'ai choisi de rester, j'ai refusé le poste en Suisse. Isabelle est partie sans moi, et je ne l'ai jamais revue. J'ai démissionné de Dassault parce que je ne pouvais pas gérer un emploi aussi exigeant tout en prenant soin de ta mère mourante et en t'élevant. J'ai vendu mon appartement du 7e pour payer les traitements expérimentaux qui pourraient lui donner quelques mois de plus. Quelques mois pendant lesquels elle pourrait encore te voir grandir, te serrer dans ses bras, te lire des histoires le soir. J'ai marqué une pause, les souvenirs affluant avec une intensité douloureuse. Nous avons déménagé dans cet horrible appartement du 19e parce que c'est tout ce que je pouvais me permettre après avoir vendu le mien et payé les médecins. J'ai pris des petits boulots, comme tu dis, parce que j'avais besoin d'horaires flexibles pour être là quand ta mère avait besoin de moi, pour te récupérer à la crèche, pour te faire à manger, pour te mettre au lit. J'ai travaillé comme chauffeur de taxi la nuit, comme réparateur de machines à laver le jour, comme livreur le week-end. N'importe quoi qui me permettait de payer le loyer et de te nourrir. Les larmes coulaient, maintenant librement sur les joues d'Emma. Lucas avait détourné son regard de sa mère pour me fixer avec une intensité nouvelle. Ma fille n'avait pas bougé, comme pétrifiée.
Ta mère a survécu 11 mois après le diagnostic, 11 mois pendant lesquels j'ai été son infirmier, ton père et mère à la fois, et un homme qui regardait sa carrière et son grand amour disparaître dans le rétroviseur. Quand elle est morte, tu avais 4 ans. Tu ne te souviens probablement pas de grand-chose d'elle, n'est-ce pas? Ma fille a secoué la tête faiblement, incapable de parler. Non, bien sûr. Mais moi, je me souviens de tout. Je me souviens de chaque nuit où je te berçais quand tu faisais des cauchemars après qu'elle soit partie à l'hôpital pour de longs séjours. Je me souviens de chaque repas que j'ai cuisiné avec les maigres économies qui me restaient. Je me souviens de chaque vêtement d'occasion que j'ai acheté dans les friperies du quartier en essayant de trouver des choses jolies pour que tu ne te sentes pas trop différente des autres enfants à l'école. Je me souviens de chaque fois où je regardais ma licence d'ingénieur encadrée dans un tiroir et où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Le restaurant autour de nous continuait à vivre, indifférent au drame qui se jouait à notre table. Une femme a ri quelque part. Un bouchon de champagne a sauté. La vie continuait pour les autres, insouciante et légère. Tu portais des vêtements d'occasion parce que je préférais utiliser chaque euro supplémentaire pour t'inscrire à des cours de piano, pour t'acheter des livres, pour payer ton école privée quand tu as eu 12 ans et que tu as montré un talent exceptionnel en mathématiques. Tu te souviens de cette école, celle avec l'uniforme impeccable et les installations modernes. Celle où tous les autres parents étaient avocats, médecins, cadres supérieurs. Ma fille a hoché la tête, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Comment tu crois que j'ai payé ça? Avec quel argent? Avec mes petits boulots sans importance. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années pour que tu aies une éducation qui te permettrait d'avoir la vie que je ne pouvais plus avoir. Chaque centime que je gagnais allait vers ton avenir. Pas un seul voyage pour moi. Pas un seul restaurant. Pas de nouvelles chaussures tant que les anciennes tenaient encore. Rien. Tout pour toi. Ma voix tremblait maintenant. Des décennies de silence brisées d'un coup. Et tu sais ce qui est le plus ironique? Tu as raison sur un point. Tu as réussi toute seule. Parce que je n'ai jamais voulu que tu saches tout ça. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes redevable. Je n'ai jamais voulu que tu vives avec le poids de mes sacrifices. Un bon père protège son enfant, même de la vérité, même de son propre héroïsme. J'ai voulu que tu croies que tu avais conquis le monde par ta seule force, pour que tu puisses en être fier sans culpabilité. Le silence qui a suivi était écrasant. Ma fille pleurait maintenant ouvertement, ses mains tremblantes portées à son visage. Emma sanglotait et même Lucas avait les yeux rouges. Les autres clients du restaurant commençaient à nous regarder discrètement, sentant qu'un moment important se déroulait. Mais aujourd'hui, après ce que tu m'as dit, après m'avoir traité de fardeau devant tes propres enfants, j'ai compris que mon silence n'avait servi qu'à te rendre ingrate. Tu as grandi en croyant que tu n'avais rien reçu, alors qu'en réalité, tu as reçu tout ce que j'avais. Ma carrière, mon grand amour, ma jeunesse, mon avenir, tout. Et je l'ai donné avec joie, parce que tu es ma fille, et que je t'aime. Mais être traité de médiocre, de fardeau, d'échec, ça, je ne peux pas l'accepter. J'ai enfin pris ma fourchette et commencé à couper mon poulet. Mes mains étonnamment stables maintenant que j'avais dit ce que je gardais depuis tant d'années. Alors maintenant, vous savez tous la vérité. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ma fille essayait de parler, mais aucun mot ne sortait. Emma s'est levée et est venue vers moi, me serrant dans ses bras avec une force surprenante pour une enfant de 12 ans. Lucas est resté assis, mais il me regardait avec un respect nouveau, comme s'il venait de découvrir que son grand-père modeste était en réalité un héros qu'il n'avait jamais reconnu. Le repas s'est terminé dans un silence pesant. Ma fille n'a pas touché à son homard. Elle regardait son assiette, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Le serveur, quand il est venu nous demander si tout allait bien, a lu la situation et s'est retiré discrètement après avoir déposé l'addition. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Paris, lavant les rues comme je venais de laver 40 ans de secrets et de sacrifices tus.
Et pour la première fois depuis très longtemps, malgré la douleur dans mes articulations et la tristesse dans mon cœur, je me sentais libre. Les jours qui ont suivi cette soirée au Café Laurent ont été parmi les plus étranges de ma vie. Je suis rentré seul dans mon petit appartement du 19e arrondissement, le même que celui où j'avais élevé ma fille, bien que rénové au fil des années avec mes maigres économies. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris, typique de novembre à Paris. Les rues étaient mouillées, reflétant les lumières des réverbères comme des miroirs liquides. J'ai enlevé mon costume trempé et je me suis assis dans mon vieux fauteuil près de la fenêtre, celui que j'avais depuis 30 ans. Mon appartement était petit mais propre, organisé avec le soin méticuleux d'un homme qui vivait seul depuis longtemps. Des photos de ma fille à différents âges décoraient tous les murs, sa remise de diplôme, son premier jour de travail. Des moments que j'avais capturés avec fierté, des moments qui maintenant me semblaient chargés d'une ironie douloureuse. Mon téléphone n'a pas sonné cette nuit-là, ni le lendemain. Le silence était assourdissant. J'avais libéré un poids énorme en révélant la vérité, mais maintenant je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Peut-être aurais-je dû continuer à garder le secret. Peut-être que certaines vérités sont trop lourdes à porter, même pour réparer une injustice. Le 3e jour, alors que je préparais mon café dans ma petite cuisine, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était tôt, à peine 7 heures du matin. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une lumière pâle à travers mes rideaux. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Emma sur le palier, encore en pyjama sous son manteau d'hiver, ses cheveux détachés, les yeux rouges et gonflés. « Grand-père », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « est-ce que je peux entrer ?» Je l'ai fait entrer immédiatement, surpris et inquiet. Comment était-elle venue jusqu'ici si tôt le matin? Son appartement dans le 16e était à au moins 40 minutes en métro. J'ai préparé du chocolat chaud, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle me rendait visite, avant que ces visites ne deviennent de plus en plus rares. « Maman ne sait pas que je suis ici », a-t-elle dit en s'asseyant à ma petite table de cuisine. J'ai pris le premier métro. Je lui ai dit que j'allais chez une amie pour un projet scolaire. Elle a enroulé ses mains autour de la tasse chaude, ses yeux fixés sur le liquide fumant. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. J'ai attendu, patient, sachant qu'elle trouverait ses mots quand elle serait prête. Depuis l'autre soir, tout est différent à la maison, a-t-elle finalement commencé. Maman pleure tout le temps. Elle reste enfermée dans sa chambre. Elle ne mange presque rien. Papa, son mari depuis 5 ans, un homme que j'appréciais pour sa gentillesse, est inquiet, mais elle refuse de lui parler. Lucas est en colère. Il dit qu'elle nous a menti toute notre vie. Il dit qu'elle nous a élevés à mépriser notre propre grand-père alors qu'il était un héros. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. Les larmes ont recommencé à couler. C'est vrai, grand-père. Tout ce que tu as dit, tu as vraiment abandonné tout ça pour elle? Pour grand-mère et pour maman? J'ai hoché la tête lentement, mes propres yeux humides. Chaque mot était vrai, ma chérie. Mais je ne l'ai jamais regretté. Ta maman était tout pour moi. Elle l'est toujours. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Pourquoi tu as laissé maman croire que tu n'avais pas réussi dans la vie? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes pour expliquer une décision que j'avais prise il y a tant d'années. Parce que je voulais qu'elle soit fière d'elle-même. Je voulais qu'elle croie qu'elle avait conquis le monde par sa propre force. Si elle avait su ce que j'avais sacrifié, elle aurait peut-être vécu avec de la culpabilité, avec un sentiment d'obligation. Je ne voulais pas de ça pour elle. Je voulais qu'elle soit libre de réussir sans le poids de mes choix sur ses épaules. Emma a essuyé ses larmes avec sa manche. Mais maintenant, elle se sent horrible. Elle dit qu'elle est un monstre. Elle dit qu'elle ne peut pas croire ce qu'elle t'a dit devant nous. Elle dit qu'elle ne mérite pas d'être ta fille. Mon cœur s'est serré. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les mots blessants, elle restait ma fille. La petite fille que j'avais bercée pendant les nuits difficiles. Celle pour qui j'avais tout donné. Elle n'est pas un monstre, Emma. Elle est humaine. Les gens font des erreurs. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Elle a grandi en croyant une certaine version de notre histoire et cette version l'a aidée à se construire. Ce n'est pas de sa faute.
Alors pourquoi tu lui as dit la vérité maintenant? Après toutes ces années? Parce qu'il y a une différence entre laisser quelqu'un croire qu'il s'est fait tout seul et être traité de fardeau, d'échec, de médiocre. J'ai supporté beaucoup de choses au fil des années, les invitations de moins en moins fréquentes, les visites de plus en plus courtes, le sentiment d'être un étranger dans la vie de ma propre fille. Mais ce soir-là, devant vous deux, elle a franchi une ligne. Elle vous a appris à me mépriser. Et ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Emma a hoché la tête lentement, comprenant avec la sagesse surprenante des enfants qui grandissent trop vite. Lucas veut venir te voir aussi. Mais il dit qu'il ne sait pas quoi te dire. Il se sent coupable de t'avoir regardé de haut pendant toutes ces années. Dis-lui qu'il n'a aucune raison de se sentir coupable. Il ne savait pas. Vous ne saviez pas tous les deux. On vous a raconté une histoire, et vous l'avez cru parce que c'était votre mère qui la racontait. Les enfants font confiance à leurs parents. C'est normal. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Emma m'a posé des questions sur Isabelle, sur ma carrière chez Dassault, sur sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. J'ai sorti de vieilles photos que je gardais dans une boîte, des photos de ma vie d'avant, celles où je portais des costumes impeccables et où je souriais avec l'assurance d'un homme qui avait le monde à ses pieds. « Tu étais si beau, grand-père », a-t-elle dit en regardant une photo de moi à 30 ans, en uniforme lors d'une présentation chez Dassault. Et maman était si mignonne. Elle tenait une photo de sa mère à 4 ans, dans une robe que j'avais trouvée dans une friperie, mais que j'avais soigneusement lavée et repassée. Ma fille souriait à l'appareil, inconsciente des sacrifices qui se cachaient derrière ce sourire. Quand Emma est partie, après m'avoir fait promettre que je ne disparaîtrais pas de leur vie, je me suis retrouvé seul avec mes pensées. La matinée était bien avancée maintenant. Le soleil illuminait faiblement mon appartement. J'ai regardé les photos étalées sur la table, des fragments d'une vie que j'avais vécue puis abandonnée pour en construire une autre. 2 jours plus tard, Lucas est venu. Il est arrivé l'après-midi, après l'école, portant son uniforme du lycée privé où il étudiait. Un bon lycée, l'un des meilleurs de Paris, celui où sa mère avait insisté pour l'inscrire parce qu'elle voulait qu'il ait toutes les chances qu'elle avait eues. Il semblait nerveux, debout sur le seuil de ma porte, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. « Entre, Lucas, tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Il est entré lentement, regardant autour de lui comme s'il voyait mon appartement pour la première fois, alors qu'il était venu ici des dizaines de fois au fil des années. Mais maintenant, il le regardait avec des yeux nouveaux, comprenant ce que cet espace modeste représentait vraiment. « C'est petit », a-t-il dit. Puis il s'est immédiatement mordu la lèvre, réalisant que ces mots pouvaient paraître insultants. J'ai ri doucement. « Oui, c'est petit, mais c'est chez moi, et ça contient tous les souvenirs qui comptent vraiment. » Nous nous sommes assis dans le salon. Lucas n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Ses doigts jouaient nerveusement avec l'ourlet de sa veste d'uniforme. Il était à cet âge difficile où l'on n'est plus un enfant mais pas encore un adulte, où chaque émotion semble trop grande pour le corps qui les contient. « Je suis désolé, grand-père », a-t-il finalement murmuré. « Tu n'as rien à te reprocher. »« Si. J'ai pensé que tu n'étais personne d'important. Maman nous a toujours dit que tu avais échoué dans la vie. Et je l'ai cru. Je ne t'ai jamais posé de questions. Je ne me suis jamais demandé pourquoi un homme qui avait supposément échoué était si cultivé, si intelligent, si différent de ce qu'elle décrivait. C'est parce que ta mère croyait vraiment ce qu'elle disait. Elle ne mentait pas délibérément. Elle voyait ma vie à travers ses yeux d'enfant, puis d'adolescente, puis de jeune femme ambitieuse. Elle voyait les petits boulots, l'appartement modeste, l'absence d'ambition apparente. Elle ne voyait pas ce qui se cachait derrière. Lucas a levé les yeux vers moi et j'ai vu qu'ils étaient rouges. Pourquoi les gens riches comme maman oublient-ils d'où ils viennent? Pourquoi ils traitent les autres de haut juste parce qu'ils ont de l'argent maintenant? C'était une question profonde pour un garçon de 15 ans, mais j'ai compris qu'il ne cherchait pas une réponse philosophique. Il cherchait à comprendre sa mère,
Cette femme qu'il admirait et qui venait de révéler un côté d'elle-même qu'il n'avait jamais soupçonné. Le succès peut être une drogue puissante, Lucas. Quand on a grandi pauvre, ou du moins modeste, et qu'on réussit à s'élever, parfois on veut oublier d'où on vient. On veut croire qu'on est né pour cette nouvelle vie, que l'ancienne n'était qu'un accident. Ta mère a travaillé si dur pour s'élever qu'elle a fini par croire que son point de départ était une faiblesse, quelque chose dont il fallait avoir honte. Et dans ce processus, elle a oublié que ce point de départ était construit sur l'amour et le sacrifice. Il y a eu un long silence. Dehors, j'entendais les bruits familiers du quartier. Des enfants qui jouaient dans la cour de l'immeuble d'en face. Une voiture qui passait. La vie qui continuait, indifférente à nos drames personnels. « Est-ce que tu regrettes ?» a soudainement demandé Lucas. « D'avoir tout abandonné pour elle ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre, voulant être honnête avec lui. Parfois, dans les moments les plus difficiles, quand l'argent manquait cruellement, quand je voyais d'anciens collègues réussir pendant que je réparais des machines à laver, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Mais ensuite, je rentrais à la maison et je voyais ta maman faire ses devoirs, où je l'entendais jouer du piano, où elle me montrait fièrement un bon bulletin scolaire, et je savais que chaque sacrifice en valait la peine. Non, Lucas, je ne regrette rien. On ne regrette jamais ce qu'on fait par amour. Lucas a hoché la tête, essuyant discrètement ses yeux. Maman pleure beaucoup maintenant. Elle ne veut pas sortir de sa chambre. Papa ne sait pas quoi faire. Emma et moi, on entend maman répéter qu'elle est une horrible personne, qu'elle ne mérite pas d'être ta fille. Mon cœur s'est serré à nouveau. Je n'avais jamais voulu la détruire. Je voulais juste qu'elle comprenne, qu'elle arrête de me traiter comme quelqu'un d'insignifiant. Je vais lui parler, ai-je promis. Bientôt, laisse-lui un peu de temps pour digérer tout ça. Lucas est resté encore un moment, me posant des questions sur ma vie chez Dassault, sur les avions que j'avais aidé à concevoir, sur Isabelle. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras avec force, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Je t'aime, grand-père, et je suis fier de toi. » Ces mots, venant de ce jeune homme qui m'avait regardé avec une indifférence polie pendant tant d'années, m'ont fait pleurer pour la première fois depuis le restaurant. Une semaine après la confrontation au Café Laurent, mon téléphone a sonné. C'était tard le soir, presque 23 heures. J'étais sur le point de me coucher, fatigué après une journée où j'avais marché dans Paris, revisitant des lieux de mon ancienne vie. L'appartement du 7e où j'avais vécu avec tant d'espoir, les bureaux de Dassault à Saint-Cloud, le café où Isabelle et moi avions l'habitude de prendre le petit déjeuner le dimanche matin. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Allô ?» Un silence, puis une voix que je connaissais si bien, brisée et tremblante. « Papa ?» C'est moi, ma fille. Je ne l'avais pas entendu depuis cette soirée terrible. Je sais qu'il est tard. Je sais que tu es probablement en colère contre moi. Je comprendrais si tu raccrochais. Mais s'il te plaît, est-ce que je peux venir te voir? Maintenant? Je suis en bas de ton immeuble. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à... Je ne peux pas continuer comme ça. Sa voix était celle d'une petite fille perdue, pas celle de la femme puissante et sûre d'elle qui m'avait humilié au restaurant. « Monte », ai-je simplement dit. Quelques minutes plus tard, elle était à ma porte. Elle portait un vieux survêtement, pas ses vêtements de designer habituels. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Son visage était sans maquillage, pâle, ravagé par les larmes. Elle ressemblait à la jeune fille qu'elle avait été, celle qui se blottissait contre moi quand elle avait peur, celle qui me demandait de lui lire des histoires avant de dormir. Elle est restée sur le seuil, incapable de faire un pas de plus, comme si elle n'osait pas entrer. Je suis désolé, papa. Je suis tellement, tellement désolé. Et elle s'est effondrée, littéralement. Ses jambes ont cédé et elle est tombée à genoux sur mon paillasson, sanglotant avec une intensité qui me brisait le cœur. Je me suis agenouillé à côté d'elle, ignorant la douleur dans mes vieilles articulations, et je l'ai prise dans mes bras comme je le faisais quand elle était enfant.
Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, sur le seuil de ma porte, moi tenant ma fille qui pleurait comme si son cœur allait se briser. Les voisins ont peut-être entendu, mais je m'en fichais. Ma fille avait besoin de moi, et après toutes ces années où elle m'avait tenu à distance, je n'allais pas laisser passer ce moment. Finalement, je l'ai aidée à se lever et nous sommes entrés. Je l'ai installée sur mon vieux canapé et je lui ai préparé du thé, comme je le faisais quand elle était malade enfant. Elle l'a pris avec des mains tremblantes, ses yeux rouges et gonflés, me fixant avec une expression de douleur pure. Je ne savais pas, papa. Je te jure que je ne savais pas. Maman ne m'a jamais rien dit. Elle ne m'a jamais parlé de grand-mère. Quand je lui demandais, elle changeait de sujet. J'ai grandi en croyant qu'elle était morte quand j'étais bébé, qu'elle n'avait pas fait partie de ma vie. Tu ne parlais jamais d'elle non plus. Tu ne parlais jamais de toi, de ton passé, de ta vie d'avant. J'ai rempli les blancs avec mes propres conclusions. Je pensais que tu avais toujours été... Elle n'a pas pu finir sa phrase, étouffée par les sanglots. Vous auriez pu me demander, mais je t'aurais probablement menti de toute façon. Je voulais te protéger de cette histoire. Je ne voulais pas que tu grandisses en sachant que ton existence avait coûté ma carrière et mon grand amour. Quel enfant pourrait vivre avec ça? Mais regarde ce que mon ignorance a fait, papa. Regarde comment je t'ai traité, comment j'ai élevé mes enfants à te voir. Je suis horrible. Je suis un monstre ingrat qui a craché sur tout ce que tu as sacrifié pour moi. Tu n'es pas un monstre, tu es humaine. Et je te pardonne. Ces derniers mots l'ont fait pleurer encore plus fort. Comment peux-tu me pardonner? Après ce que j'ai dit, après t'avoir traité de fardeau, d'échec, de... Oh mon Dieu, papa, je ne peux même pas répéter les mots que j'ai utilisés. Comment peux-tu encore me regarder? J'ai posé ma main sur la sienne. Parce que tu es ma fille. Parce que je t'aime. Parce que l'amour d'un parent pour son enfant ne s'arrête pas, même quand l'enfant fait des erreurs, même quand l'enfant blesse. J'étais en colère, oui. J'étais blessé. Mais je ne t'ai jamais détesté, pas même une seconde. Elle a serré ma main comme si c'était une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui s'est passé avec Isabelle? Après qu'elle soit partie, elle habite toujours en Suisse, autant que je sache. Elle s'est mariée, a eu des enfants. J'ai vu son nom dans un article de presse il y a quelques années. Elle est devenue une avocate internationale reconnue, exactement comme elle l'avait prévu. Elle a eu la vie que nous avions planifiée ensemble. Juste sans moi. Tu ne l'as jamais contactée? Jamais essayé de reprendre contact? Non. C'était trop tard. Elle m'avait clairement dit qu'elle ne voulait pas d'une vie où les responsabilités familiales viendraient avant notre carrière. Elle avait ses propres ambitions, et je les respecte. Elle n'était pas méchante. Elle était juste réaliste. Elle savait que si je restais pour m'occuper de ta mère et de toi, notre relation ne survivrait pas. Alors elle a coupé les ponts proprement. C'était peut-être la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire. Et tu ne t'es jamais remarié? Tu n'as jamais trouvé quelqu'un d'autre? J'ai souri tristement. Quand est-ce que j'aurais eu le temps? Entre élever un enfant seul, travailler 80 heures par semaine et essayer de te donner la meilleure vie possible? Les rendez-vous romantiques n'étaient pas vraiment une priorité. Et puis, avec le temps, je me suis habitué à la solitude. Elle est devenue confortable, familière. Je t'avais, toi. C'était suffisant. Ma fille a éclaté en sanglots à nouveau, réalisant l'ampleur de ce que j'avais abandonné. Pas seulement une carrière et un grand amour, mais aussi toute possibilité d'une vie personnelle épanouie. Je t'ai volé ta vie, a-t-elle murmuré. J'ai pris tout ce que tu étais et j'ai construit ma vie dessus, et je ne savais même pas. Et pire, je t'ai méprisé pour les conséquences de mes propres choix que je ne savais même pas avoir fait. Non, l'ai-je corrigé fermement. Tu n'as rien volé, je te l'ai donné. Il y a une différence énorme. Un vol implique que quelque chose a été pris contre la volonté de quelqu'un. Moi, j'ai choisi. Chaque jour, j'ai choisi de rester, de travailler, de sacrifier. Parce que c'était mon rôle de père. Parce que c'était ce que l'amour exigeait de moi. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. Elle m'a posé 1000 questions sur sa mère, sur leur relation, sur les derniers mois de sa vie.
Je lui ai raconté comment sa mère la serrait fort, même quand la douleur était insupportable. Comment elle insistait pour lui lire des histoires, même quand elle pouvait à peine parler. Comment ses derniers mots avaient été pour elle « Prends soin de notre petite fille, fais d'elle quelqu'un de bien ». Elle m'a montré des photos sur son téléphone, des photos de sa vie que je n'avais jamais vues. Des voyages d'affaires, des dîners importants, des moments de triomphe professionnel. Et dans chacune d'elles, je voyais une femme brillante et accomplie, mais aussi quelqu'un qui avait oublié d'où elle venait, quelqu'un qui avait construit des murs si hauts autour de son succès qu'elle ne pouvait plus voir le fondement sur lequel tout reposait. À l'aube, elle s'était endormie sur mon canapé, épuisée par l'émotion et les larmes. Je l'ai couverte avec une vieille couverture, celle-là même que j'utilisais pour la border quand elle était petite. En la regardant dormir, son visage enfin paisible, j'ai vu la petite fille qu'elle avait été. La petite fille qui me demandait de la porter sur mes épaules. Celle qui riait quand je faisais des grimaces. Celle qui disait qu'elle m'aimait chaque soir avant de s'endormir. Elle était toujours là, quelque part sous les couches de succès et d'ambition. Elle avait juste besoin d'être rappelée. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous aussi vous avez vécu des moments où les non-dits familiaux ont créé des malentendus, partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, la vérité fait mal, mais elle est nécessaire pour guérir. Qu'en pensez-vous ? Ma fille s'est réveillée vers 10 heures du matin, désorientée pendant quelques secondes avant de réaliser où elle était. La lumière du jour filtrait à travers mes vieux rideaux, illuminant doucement mon petit salon. Je lui avais préparé du café, et l'odeur l'avait probablement tirée de son sommeil. Elle s'est assise lentement, ses cheveux en désordre, ses yeux encore gonflés, mais quelque chose avait changé dans son regard. La dureté, l'arrogance qui l'habitait d'habitude avait disparu, remplacée par une vulnérabilité que je ne lui avais pas vue depuis son enfance. « Quelle heure est-il » a-t-elle demandé d'une voix rauque. « Un peu plus de 10 heures. J'ai appelé ton mari ce matin pour lui dire que tu étais ici, qu'il ne s'inquiète pas. » Elle a hoché la tête, prenant la tasse de café que je lui tendais avec des mains qui tremblaient encore légèrement. « Merci, papa. Pour tout. Pour hier soir. Pour toute ma vie. » Nous avons bu notre café en silence pendant quelques minutes, un silence confortable cette fois, pas le silence pesant et inconfortable qui avait caractérisé nos dernières années ensemble. Dehors, Paris s'éveillait. On entendait les klaxons lointains, les voix des gens qui passaient dans la rue, la vie qui continuait son cours normal. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle finalement commencé, posant sa tasse. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Quand j'ai commencé à réussir professionnellement, quand j'ai eu ma première promotion importante, j'avais 28 ans. Je gagnais soudainement bien ma vie. Je voulais t'aider, papa. Je voulais te sortir de ce quartier, t'installer dans un meilleur appartement, te donner un peu de confort après toutes ces années difficiles. Je me souvenais de cette conversation. Elle avait surgi un dimanche après-midi, excitée, parlant d'appartements dans le 15e arrondissement, de meubles neufs, d'une vie meilleure pour moi. Mais tu as refusé, a-t-elle continué, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. Tu as dit que tu étais bien ici, que tu ne voulais pas de charité, que tu pouvais te débrouiller seul. J'ai été blessé, vexé même. J'ai pensé que tu refusais parce que tu étais fier, obstiné. J'ai pensé que tu ne voulais pas reconnaître que tu avais besoin d'aide. Et au fil du temps, cette blessure s'est transformée en ressentiment. Je me disais, pourquoi est-ce que je me battrais pour améliorer sa vie s'il ne veut même pas de mon aide? Elle s'est arrêtée, essuyant ses larmes. Mais maintenant je comprends. Tu as refusé parce que tu ne voulais pas que je me sente obligé envers toi. Tu ne voulais pas que je sache ce que tu avais sacrifié, parce que si je le savais, mon aide aurait ressemblé à une dette remboursée. Tu voulais que je garde mon argent pour moi, pour mes projets, pour ma vie. Même dans ce refus, tu pensais à moi avant toi. J'ai posé ma main sur la sienne. Je voulais que tu voles de tes propres ailes, sans le poids de la culpabilité. Je voulais que ton succès soit entièrement le tien. Mais c'était égoïste de ma part, papa. J'aurais dû insister. J'aurais dû être plus présente.
Au lieu de ça, j'ai espacé mes visites. Je t'ai relégué au rang de simple obligation familiale. Les déjeuners du dimanche sont devenus des déjeuners mensuels, puis trimestriels. Les appels téléphoniques se sont raréfiés. Et quand on se voyait, je parlais de moi, toujours de moi, de mes succès, de ma vie brillante, sans jamais te demander comment tu allais vraiment. Sa voix tremblait maintenant d'émotion pure. Et le pire, c'est que j'ai élevé mes enfants à te voir comme je te voyais. Comme quelqu'un de gentil mais insignifiant. Quelqu'un qui méritait de la politesse, mais pas du respect. Je leur ai appris par l'exemple que la réussite matérielle était la seule mesure de la valeur d'une personne. Quel genre de mère fait ça? Le genre de mère qui a été aveuglée par son propre succès. Mais tu as la possibilité de changer maintenant. Emma et Lucas sont encore jeunes. Ils ont encore le temps d'apprendre une leçon différente. Elle a hoché la tête, déterminée. Je veux organiser un dîner, chez moi, toute la famille, toi, moi, mon mari, les enfants. Et je veux leur raconter ton histoire, notre histoire, la vraie. Je veux qu'ils sachent qui tu es vraiment. Je veux qu'ils comprennent ce qu'est le vrai sacrifice, le véritable amour parental. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé devant l'immeuble luxueux du 16e arrondissement où vivait ma fille. L'automne avait laissé place à un début d'hiver précoce. Les arbres étaient nus, leurs branches squelettiques se découpant contre un ciel gris perle. Une fine couche de givre recouvrait les trottoirs. J'avais mis mon vieux costume, mais cette fois, je ne me sentais pas mal à l'aise. Cette fois, je savais qui j'étais. Le portier m'a ouvert avec un sourire respectueux. L'ascenseur était en marbre et en miroir. Le genre d'ascenseur où l'on a l'impression de monter vers un autre monde. Au 5e étage, la porte de l'appartement de ma fille s'est ouverte avant même que je frappe. C'était Emma, rayonnante, qui m'a sauté dans les bras. « Grand-père, tu es venu !» Derrière elle, Lucas attendait, plus réservé mais souriant chaleureusement. Il m'a serré la main avec fermeté, un geste d'homme à homme qui m'a touché. « Bon retour parmi nous, grand-père. » L'appartement était exactement comme je me l'étais imaginé. Spacieux, décoré avec goût, rempli d'œuvres d'art et de meubles de designer. Les grandes fenêtres donnaient sur les toits de Paris. On pouvait voir la tour Eiffel au loin, scintillant dans le crépuscule naissant. C'était le genre d'appartement dont je rêvais pour ma fille quand elle était petite, quand je l'abordais dans notre minuscule chambre du 19e. Ma fille est sortie de la cuisine, portant un tablier sur une robe simple. Pas de tailleur Chanel ce soir, pas de talons vertigineux, juste ma fille, ressemblant davantage à la personne qu'elle était vraiment sous toutes ses couches de réussite professionnelle. « Papa, bienvenue. » Elle m'a embrassé sur les 2 joues, me tenant les mains un moment, ses yeux cherchant les miens, avec une intensité nouvelle. Son mari, Christophe, un homme gentil que j'avais toujours apprécié pendant nos rares rencontres, m'a accueilli chaleureusement. Il semblait différent aussi, plus attentif, comme si ma fille lui avait raconté toute l'histoire et qu'il me voyait maintenant sous un nouveau jour. Le dîner a été préparé par ma fille elle-même. Pas de traiteur cette fois, pas de plats sophistiqués aux noms imprononçables. Elle avait cuisiné un bœuf bourguignon, suivant une recette que je lui avais apprise quand elle avait 12 ans. C'était simple, réconfortant, et l'odeur qui emplissait l'appartement me ramenait des années en arrière, à ces dimanches où nous cuisinions ensemble dans notre petite cuisine. Nous nous sommes assis autour de la grande table de la salle à manger. Les enfants étaient de chaque côté de moi, comme s'ils voulaient s'assurer que je reste proche. Ma fille a servi le repas avec soin, veillant à ce que mon assiette soit aussi pleine que les autres, un geste simple mais symbolique. Avant de commencer, a-t-elle dit, sa voix légèrement tremblante, « Je veux dire quelque chose. Tout le monde s'est tu, même les enfants, sentant l'importance du moment. Il y a quelques semaines, j'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai humilié votre grand-père dans un restaurant, devant vous deux. Je l'ai traité de fardeau, d'échec, de quelqu'un d'insignifiant. C'était cruel, injuste et complètement faux. » Emma et Lucas ont baissé les yeux, se souvenant clairement de ce soir. Ce que je ne savais pas, ce que je n'ai découvert que ce soir-là, c'est que chaque moment de confort dans ma vie, chaque opportunité que j'ai eue, chaque porte qui s'est ouverte pour moi,
était le résultat direct de sacrifices immenses que votre grand-père a faits. Des sacrifices dont il ne m'a jamais parlé parce qu'il voulait que je me sente libre, que je croie en ma propre force. Elle a pris une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes contenues. Je veux que vous sachiez qui est vraiment votre grand-père. Pas l'homme modeste du 19e arrondissement, pas le retraité à la petite pension. Je veux que vous connaissiez l'homme qu'il était avant de me choisir. Et elle leur a raconté tout. Ma carrière chez Dassault, mon travail sur le Rafale, mon appartement du 7e, mes perspectives brillantes. Elle leur a parlé d'Isabelle, du poste en Suisse, de l'avenir doré qui m'attendait. Puis elle leur a parlé de leur grand-mère, de sa maladie, de ma décision de tout abandonner. Christophe écoutait avec une attention profonde, ne connaissant visiblement qu'une partie de l'histoire. Emma pleurait ouvertement. Lucas serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Votre grand-père a vendu son appartement du 7e arrondissement, a continué ma fille, sa voix se brisant, pour payer les traitements de votre grand-mère. Il a quitté un emploi prestigieux pour pouvoir prendre soin d'elle jour et nuit et m'élever seul. Il a travaillé 80 heures par semaine dans des emplois qu'il était surqualifié pour occuper, juste pour que je puisse avoir une vie décente, une bonne éducation, des opportunités. Elle a essuyé ses larmes avant de continuer. Chaque vêtement que je portais enfant, il l'avait acheté en faisant des heures supplémentaires. Chaque livre qu'il m'offrait, c'était au prix d'un repas pour lui. Mon école privée, mes cours de piano, mes fournitures scolaires, tout a été payé par un homme qui ne mangeait parfois qu'un repas par jour pour économiser. Et il ne m'a jamais rien dit. Jamais. Il m'a laissé croire que j'avais tout accompli seul, pour que je puisse être fier de moi sans culpabilité. Le silence qui a suivi était lourd d'émotions. Christophe me regardait avec un respect nouveau. Emma s'est levée et est venue m'enlacer par derrière, posant sa tête sur mon épaule. Lucas a pris ma main sur la table, la serrant fort. « Je suis désolé, papa », a dit ma fille, les larmes coulant maintenant librement. « Je suis désolé d'avoir été si aveugle, si ingrate. Je suis désolé de t'avoir traité comme si tu n'avais aucune valeur, alors que tu es la raison pour laquelle j'ai pu construire cette vie. Je suis désolé d'avoir élevé mes enfants, à te regarder de haut. Je suis désolé pour toutes ces années où je t'ai tenu à distance parce que j'avais honte de tes origines modestes, alors que ces origines modestes étaient le résultat direct de ton amour pour moi. Je me suis levé lentement et je suis allé vers elle. Elle s'est levée aussi, et nous nous sommes retrouvés face à face. J'ai ouvert mes bras et elle s'y est effondrée, pleurant contre ma poitrine comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle avait peur de l'orage. « Je te pardonne », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Je t'ai toujours pardonné, parce que tu es ma fille et que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Toute la famille s'est jointe à nous, formant un cercle d'étreinte. Christophe, Emma, Lucas, tous unis dans ce moment de réconciliation et de vérité. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, laissant les années de malentendus et de distance s'évaporer dans cette étreinte collective. Le dîner qui a suivi a été différent de tous ceux que nous avions partagés auparavant. Les conversations étaient vraies, authentiques. Emma et Lucas m'ont posé 1000 questions sur ma vie d'avant, sur mon travail chez Dassault, sur les avions que j'avais contribué à créer. Je leur ai raconté des anecdotes de mes années d'ingénieur, des histoires que je n'avais jamais partagées avec personne. « Grand-père », a demandé Lucas à un moment, « tu regrettes de ne pas avoir pu continuer dans l'aéronautique? De ne pas avoir vu le Rafale prendre son envol avec tous ses succès ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parfois, quand je vois des documentaires sur l'aviation, quand je lis des articles sur les nouveaux développements, je ressens une pointe de nostalgie pour ce que j'ai perdu. Mais ensuite, je regarde ta mère, je regarde la femme brillante qu'elle est devenue, et je me dis que mon plus grand accomplissement n'est pas un avion qui vole dans le ciel. C'est elle. C'est vous deux aussi maintenant. Les avions vieillissent et deviennent obsolètes. L'amour familial, lui, traverse les générations. Emma s'est essuyé les yeux avec sa serviette. « Je veux être comme toi quand je serai grande, grand-père. Pas riche et célèbre,
Je veux être quelqu'un qui aime assez fort pour tout donner. » Ma fille a éclaté en sanglots à ces mots. Son propre enfant, celui qu'elle avait élevé avec tant d'ambition et de standards matériels élevés, venait de rejeter ses valeurs en faveur de quelque chose de plus profond. Après le dîner, ma fille m'a emmené dans son bureau. C'était une pièce impressionnante, avec des diplômes encadrés au mur, des photos d'elle avec des personnalités importantes, des trophées professionnels. Mais ce n'était pas pour me montrer ses accomplissements qu'elle m'avait amené ici. Elle a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe épaisse. « Je sais que tu vas refuser », a-t-elle dit avant même que je puisse parler. « Je sais que tu ne veux pas de mon argent, que tu ne veux pas te sentir comme un fardeau ou comme quelqu'un qui dépend de sa fille. Mais s'il te plaît, papa, écoute-moi jusqu'au bout. J'ai attendu, curieux de voir où elle voulait en venir. Cet argent, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la pitié, c'est un remboursement. Tu as vendu ton appartement du 7e pour payer les soins de maman. Cet appartement, aujourd'hui, vaudrait facilement 1,5 million d'euros. Tu as aussi renoncé à 40 ans de salaire d'ingénieur senior chez Dassault. Si on calcule, c'est des millions d'euros que tu as perdus. » Elle a posé l'enveloppe sur le bureau entre nous. « Je ne pourrai jamais te rembourser complètement ce que tu as sacrifié. Mais je veux commencer. Je veux que tu aies un appartement décent. Je veux que tu n'aies plus à compter chaque centime. Je veux que tu puisses voyager si tu en as envie, manger dans de bons restaurants, profiter de ta retraite comme tu le mérites. » J'ai secoué la tête, commençant à refuser, mais elle a levé la main. « Attends, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour moi aussi. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de savoir que tu es confortable, que tu es en sécurité. Je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu m'as donné, mais laisse-moi au moins essayer. S'il te plaît, papa, pour moi. » Et quelque chose dans sa voix, dans ses yeux suppliants, m'a fait comprendre que ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était une question de rédemption, de guérison. En refusant, je l'empêcherais de faire la paix avec son passé, avec ses erreurs. « D'accord, » ai-je finalement dit, mais à une condition. Je ne veux pas d'un grand appartement luxueux. Je veux rester dans le 19e, dans mon quartier. C'est chez moi, mais peut-être un appartement un peu plus grand, plus lumineux. Et je veux que tu viennes me voir régulièrement, pas par obligation, mais parce que tu le veux vraiment. Marché conclu, a-t-elle dit en souriant à travers ses larmes. Et j'ajouterai même des déjeuners hebdomadaires, chez toi, chez moi, ou au restaurant, peu importe. Mais je veux te voir chaque semaine. Je veux rattraper toutes ces années perdues. Nous sommes retournés au salon où le reste de la famille nous attendait. Christophe avait sorti une bouteille de vieux cognac et servait tout le monde. Emma et Lucas discutaient avec animation, parlant déjà de comment ils pourraient m'aider à déménager, à décorer mon nouvel appartement. « Un toast », a proposé Christophe en levant son verre. À Philippe, un homme qui a redéfini pour nous tous ce que signifie vraiment être un héros. Pas quelqu'un qui fait de grandes déclarations publiques ou qui accumule des richesses, mais quelqu'un qui sacrifie silencieusement, qui aime inconditionnellement et qui trouve son accomplissement dans le bonheur de ceux qu'il aime. Tout le monde a levé son verre, même Emma et Lucas, avec leur verre de jus de fruits, ont participé au toast. Les mots de Christophe résonnaient dans la pièce, lourds de vérité et d'émotion. « À grand-père », a ajouté Lucas, levant son verre encore plus haut. L'homme le plus fort que je connaisse, même s'il ne porte pas de costume de super-héros. Emma a ajouté, sa petite voix tremblante mais déterminée, « À grand-père », qui m'a appris que le véritable amour ne se mesure pas en cadeaux ou en argent, mais en sacrifice et en présence. Ma fille était la dernière à parler. Elle m'a regardé directement dans les yeux, ses larmes séchées maintenant, remplacées par une détermination tranquille. « À papa, mon héros, mon exemple, la fondation sur laquelle tout ce que je suis a été construit. Pardonne-moi d'avoir mis tant de temps à le voir. Nous avons trinqué, et le son cristallin des verres qui s'entrechoquent a marqué un nouveau départ pour notre famille. Ce n'était pas une fin heureuse parfaite comme dans les contes de fées. C'était quelque chose de plus réel, de plus précieux,
Un nouveau commencement, construit sur la vérité et la reconnaissance. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants étaient allés se coucher et que Christophe rangeait la cuisine, ma fille et moi nous sommes retrouvés seuls sur le balcon. Paris s'étendait devant nous, des millions de lumières scintillant dans la nuit froide. La tour Eiffel brillait au loin, son spectacle lumineux horaire illuminant le ciel. « Tu sais ce qui est ironique, papa ?» a-t-elle dit doucement, regardant la ville. « J'ai passé toute ma vie à essayer de m'éloigner du 19e arrondissement, à construire cette vie dorée, loin de nos origines modestes. Mais ce soir, je réalise que les moments les plus précieux de mon existence se sont déroulés dans ce petit appartement où nous vivions. Quand tu me lisais des histoires le soir, quand nous cuisinions ensemble le dimanche, quand tu m'aidais avec mes devoirs à la table de la cuisine. Ces moments valaient plus que tout l'or du monde. Le succès t'a aveuglé temporairement, mais il ne t'a pas changé fondamentalement. Tu es toujours la même petite fille qui voulait rendre son papa fier. Tu as juste perdu ton chemin pendant un moment. Mais maintenant, tu es de retour. Elle a posé sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait enfant quand nous regardions les étoiles depuis notre petit balcon du 19e. Je vais être une meilleure fille à partir de maintenant. Une meilleure mère aussi. Je vais apprendre à mes enfants ce que signifie vraiment la valeur. Pas combien d'argent on a, mais combien d'amour on donne. Pas quelle voiture on conduit, mais qui on aide en chemin. Pas où on habite, mais qui on invite dans notre maison et dans notre cœur. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, ai-je murmuré. Nous sommes restés là pendant longtemps, père et fille réunis, regardant Paris scintiller sous nos yeux. Quelque part dans cette ville, il y avait l'appartement où j'avais vécu mes rêves de jeunesse, les bureaux où j'avais travaillé sur des projets ambitieux. Quelque part, peut-être, Isabelle vivait sa propre vie, sans jamais savoir ce qu'était devenu l'homme qu'elle avait aimé. Mais je n'avais aucun regret. Chaque choix que j'avais fait, chaque sacrifice, chaque moment difficile avait conduit à cet instant précis, à cette réconciliation, à cette famille enfin unie dans la vérité et l'amour. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, toujours dans le 19e, comme je l'avais voulu, mais dans un immeuble rénové avec un ascenseur, essentiel pour mes vieilles jambes. L'appartement était 3 fois plus grand que l'ancien, avec 2 chambres, un salon spacieux et une vraie cuisine. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière, illuminant des murs fraîchement peints. Ma fille a insisté pour m'aider à décorer. Emma et Lucas sont venus chaque week-end pour m'aider à installer mes affaires. Ils ont accroché mes photos au mur, organisé mes livres sur les nouvelles étagères, et même installé une télévision moderne que je ne savais pas vraiment utiliser mais qu'ils trouvaient essentielle. Dans la 2e chambre, ma fille a installé un bureau et un ordinateur pour que tu puisses écrire tes mémoires, a-t-elle expliqué. Ton histoire mérite d'être racontée, pas pour la gloire, mais pour que les générations futures comprennent ce qu'est le véritable sacrifice parental. J'ai commencé à écrire, lentement, avec 2 doigts sur le clavier comme les gens de ma génération. L'histoire de ma vie, de mes choix, de mes sacrifices. Pas comme une plainte ou une demande de reconnaissance, mais comme un témoignage de ce que l'amour peut nous pousser à faire. Les déjeuners hebdomadaires avec ma fille sont devenus sacrés. Parfois chez moi, parfois chez elle, parfois dans de petits restaurants du quartier qu'elle n'aurait jamais fréquentés avant. Elle a appris à ralentir, à apprécier les moments simples, à poser son téléphone pendant nos repas, à vraiment écouter quand je parlais. Emma et Lucas viennent me voir après l'école plusieurs fois par semaine. Je les aide avec leurs devoirs, je leur raconte des histoires de mon passé, je leur apprends à cuisiner les plats que je préparais pour leur mère. Emma a développé une passion pour l'histoire de l'aviation, inspirée par mon ancien métier. Lucas parle maintenant de devenir travailleur social, voulant aider les gens plutôt que de simplement faire de l'argent. Ma fille a changé aussi dans sa vie professionnelle. Elle est toujours directrice régionale, toujours compétente et respectée, mais elle traite ses employés différemment maintenant. Elle se souvient d'où elle vient. Elle donne des opportunités aux gens qui viennent de milieux modestes.
Elle ne juge plus les autres sur leur statut social ou leur compte en banque. 1 an après cette soirée mémorable au Café Laurent, nous nous sommes tous retrouvés pour célébrer mon 75e anniversaire. Pas dans un restaurant chic, mais dans mon nouvel appartement, autour d'un repas simple que nous avions cuisiné ensemble. Le bœuf bourguignon de ma fille, les pommes de terre rôties d'Emma, la salade de Lucas et le gâteau au chocolat que Christophe avait passé l'après-midi à perfectionner. Alors que nous étions tous assis autour de ma nouvelle table, riant et parlant, je me suis arrêté un moment pour observer la scène. Ma fille, rayonnante, racontant une histoire drôle du bureau. Emma et Lucas se chamaillant gentiment pour savoir qui allait servir le gâteau. Christophe remplissant les verres avec attention. C'était bruyant, chaotique, parfait. « À quoi tu penses, papa ?» m'a demandé ma fille, remarquant mon silence. Je pense que j'ai eu raison. Tout ce que j'ai abandonné, tout ce que j'ai sacrifié, ça valait le coup. Regardez-vous tous. Ma famille, ma vraie richesse. Elle s'est levée et est venue m'embrasser sur le front. Et tu es notre vraie richesse aussi, papa, même si ça nous a pris trop de temps pour le réaliser. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dans mon nouveau fauteuil près de la fenêtre. Paris brillait au loin. Quelque part dans cette ville, il y avait encore des pères qui sacrifiaient tout pour leurs enfants. Des mères qui travaillaient plusieurs emplois pour offrir une meilleure vie à leur famille. Des gens ordinaires qui accomplissaient des actes extraordinaires d'amour silencieux. J'ai regardé la photo d'Isabelle que j'avais gardée toutes ces années, cachée dans un tiroir mais jamais oubliée. Elle souriait sur cette photo, jeune et pleine d'espoir. Je lui ai silencieusement souhaité tout le bonheur qu'elle méritait, où qu'elle soit. Puis j'ai regardé les nouvelles photos sur mes murs, ma fille et ses enfants. Les moments récents que nous avions partagés, les rires, les larmes, les réconciliations. Ces images représentaient les fruits de mes sacrifices, la moisson de décennies d'amour silencieux. Je n'avais pas construit d'avion qui volait dans le ciel. Je n'avais pas accumulé de fortune ni de reconnaissance publique, mais j'avais construit quelque chose de plus durable. Une famille qui s'aimait vraiment, qui se comprenait, qui s'appréciait. Et en fin de compte, n'était-ce pas là le plus grand accomplissement qu'un homme puisse espérer? Nous voilà arrivés à la fin de cette histoire qui, je l'espère, vous a touché autant qu'elle m'a touché en la partageant avec vous. Vous savez, dans notre monde obsédé par le succès matériel et la reconnaissance publique, il est facile d'oublier que les vrais héros sont souvent invisibles. Ce sont ces parents qui travaillent sans relâche, qui sacrifient leurs rêves pour que leurs enfants puissent réaliser les leurs. Ce sont ces grands-parents qui continuent d'aimer inconditionnellement, même quand ils sont oubliés ou négligés. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché quelque chose dans votre cœur, j'aimerais beaucoup que vous preniez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Mais plus important encore, j'aimerais que vous partagiez vos propres histoires dans les commentaires. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Avez-vous un parent ou un grand-parent dont vous avez découvert tardivement les sacrifices? Ou peut-être êtes-vous vous-même ce parent qui donne tout en silence? Partagez vos histoires avec nous. Parfois, le simple fait de raconter notre vérité peut guérir des blessures profondes. Et qui sait, votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à tendre la main vers un membre de sa famille avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas, le succès ne se mesure pas à la taille de notre compte en banque ou au prestige de notre titre professionnel. Il se mesure à la profondeur de nos relations, à la sincérité de notre amour et à l'héritage d'humanité que nous laissons derrière nous. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce voyage émotionnel. Prenez soin de vos proches, dites-leur que vous les aimez et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour reconnaître les sacrifices qu'ils ont faits pour vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas, chaque jour est une opportunité de créer de beaux souvenirs avec ceux qu'on aime. Avec toute mon affection, votre conteur.